Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Entrons dans le vif du sujet. Quand je suis descendu de ce vol Delta tard dans la nuit, dans l'air dense d'Atlanta, le monde semblait lourd. Je n'avais pas prévu de rentrer tôt de la conférence à Houston, mais après 2 semaines de réunions interminables, de chambres d'hôtel et de chaleur du sud, tout ce que je voulais, c'était le trajet en Uber était silencieux, sillonnant les rues endormies de Decatur, et quand je suis arrivé chez nous, il était presque minuit. Toutes les fenêtres étaient sombres, la lumière du porche éteinte, comme Marcus la laissait toujours quand il était seul. Je suis entré, j'ai enlevé mes escarpins et j'ai déposé mon bagage à main près de la porte. L'air à l'intérieur était immobile, lourd, presque inconnu, mais je me suis détendu. Je ne voulais pas réveiller Marcus, alors j'ai grimpé l'escalier, le cœur battant, à moitié épuisé, à moitié à cause de cette sensation étrange et inquiétante qu'on ressent quand quelque chose ne va pas et qu'on ne peut pas le nommer. La lumière de la salle de bain s'est allumée avec un léger bourdonnement. J'ai jeté mon foulard en soie sur le comptoir et j'ai attrapé mon gel douche, quand je l'ai vu, une brosse à dents rose dans le support à côté du S de Marcus. Je me suis arrêté net. Je n'ai jamais acheté de brosse à dents rose. J'ai toujours utilisé du bleu, depuis toute petite. Ma mère disait que le bleu était pour les filles intelligentes. Mais voilà cette brosse à dents rose vif, et elle avait l'air neuve. Peut-être que Marcus l'avait achetée par hasard, me suis-je dit. Peut-être qu'il avait pris la mauvaise chez CVS. Mais le doute était une graine, plantée et qui germait tranquillement. Je me suis penché pour me rincer le visage, et une odeur douce et inconnue m'a envahi, comme un champ de roses artificielles après la pluie. J'ai froncé les sourcils et j'ai ouvert le placard. Entre mon beurre de cacao et ma crème chez à moisture préférée se trouvait un flacon de parfum en verre rose tendre, avec une étiquette fleurie. Je ne l'avais jamais vu auparavant. À côté se trouvait un pot de crème pour le visage à moitié utilisé. Encore une fois, ce n'était pas le mien. L'étiquette était une marque que je n'avais jamais touchée, et je connais tous mes produits. Sur l'étagère du bas se trouvait une brosse à cheveux en plastique bon marché avec une mèche blonde coincée dans les poils. Je sentis un froid glacial me parcourir le dos. Ce n'était pas de l'oubli. Ces choses n'avaient rien à faire ici. J'ai refermé l'armoire lentement, essayant de respirer. Peut-être étais-je fatigué. Peut-être que c'était une blague bizarre. Peut-être que la cousine de Marcus, Lorraine, était passée avec sa petite fille. Je voulais croire qu'il y avait une explication, alors je me suis forcé à continuer d'avancer. Dans la chambre, Marcus était allongé sur le côté, dos à moi. La lueur de son écran de téléphone brillait dans l'obscurité. J'ai enfilé mon vieux t-shirt Spellman et me suis glissé sous les couvertures, en prenant soin de ne pas le toucher. Il n'a pas dit un mot. J'ai regardé le ventilateur de plafond tourner, les pales décrivant de l'encercle dans l'obscurité, et je me suis dit que je lui demanderais demain matin. J'ai essayé de dormir, mais mon esprit ne cessait de tourner, ressassant chaque petit détail, chaque instant oublié. Le lendemain, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, réchauffant les murs couleur crème que j'avais peints moi-même l'année où nous avions acheté la maison. J'ai attendu que Marcus descende à la cuisine, s'étirant, bâillant, l'air d'un matin ordinaire. J'ai versé du café, posé la tasse devant lui et essayé de garder une voix posée. « À qui est la brosse à dents dans la salle de bain ?» ai-je demandé. Il a à peine levé les yeux de son téléphone, feuilletant Twitter. « Quelle brosse à dents ?» a-t-il marmonné. Je lui ai expliqué, rose, neuve, juste à côté de la sienne. J'ai mentionné le parfum, la crème pour le visage, la brosse à cheveux. Il a haussé les épaules, sans même cligner des yeux. Je ne sais pas, ma puce. Peut-être que tu les as achetés et que tu les as oubliés. Tu es toujours si occupé au travail, tu oublies parfois des choses. Il sourit, doux, comme s'il cherchait à apaiser un enfant. Quelque chose en moi s'est déformé. Je savais ce qui m'appartenait. Il mentait, et je le sentais. Je l'ai laissé tomber, un instant. Mais je continuais à voir des petites choses. Une tasse inconnue, verte, ébréchée, avec « Chicago » écrit en lettres bouclées, est apparue dans l'évier. Je n'étais jamais allé à Chicago. Il y avait un vieux CD de Mary J. Oblige dans la chaîne hi-fi du salon, même si Marcus détestait le R&B. J'ai trouvé une paire de créoles en or coincées entre les coussins du canapé, et je n'en portais jamais. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis,
prétextant le stress du travail, mais c'était plus facile de respirer sans sa présence constante et indifférente à mes côtés. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il me traitait de paranoïaque, me disait que j'étais en train de triper, que j'avais besoin de me détendre. Mais je n'imaginais rien. Je connaissais ma propre maison. Au lieu de me battre, je me suis tu. J'ai observé. J'écoutais. J'ai commencé à noter sur mon téléphone les dates, les heures, les choses étranges que je remarquais. J'écrivais dans un petit journal que je gardais dans mon sac à main. Je n'ai appelé personne. Je n'en ai même pas parlé à ma sœur, Keisha, même si j'ai failli l'appeler une douzaine de fois. J'ai arrêté de chercher du soutien, car je savais déjà que personne ne me croirait, à moins d'avoir des preuves. Je me sentais engourdi, comme si j'étais hors de ma propre vie, la regardant se dérouler au ralenti. Un matin, je me suis réveillé au son d'un rire en bas. Le rire d'une femme, clair et perçant, résonnait dans la maison. Je me suis figé dans mon lit, le cœur battant, essayant de situer la voix. J'ai entendu des pas, le léger claquement de pieds nus sur le parquet. Mes pieds ont touché le sol avant même de m'en rendre compte, et j'ai rampé dans le couloir, jetant un coup d'œil par-dessus la rampe. Elle était là, grande, la peau mate, les cheveux courts et naturels, vêtue d'une robe d'été jaune, ma robe d'été jaune. Debout devant la cuisinière, elle faisait sauter des crêpes en fredonnant du Gil Scott sur le haut-parleur. Marcus s'appuyait contre le comptoir, souriant, la main posée sur sa taille. Je me suis glissé dans ma chambre et j'ai fermé la porte doucement. Mes mains tremblaient et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas crier. C'était ma robe, ma cuisine, ma vie. Et cette femme était là, si à l'aise qu'elle aurait tout aussi bien pu être moi. J'attendais, caché, les écoutant rire et parler. J'aurais voulu me précipiter en bas et exiger des réponses, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu qu'ils partent. Elle a dit qu'elle devait faire les courses. Marcus a répondu, à plus tard, ma puce. Puis la porte s'est refermée. Cet après-midi-là, je suis allé dans la cuisine, chaque mouvement étant réfléchi. La maison était redevenue silencieuse, mais je ne me sentais plus comme chez moi. Il y avait une tasse tachée de rouge à lèvres près de l'évier, une liste de courses et une écriture inconnue épinglée sur le réfrigérateur, un foulard à fleurs drapé sur la chaise de la salle à manger. Debout au milieu de la cuisine, entouré de preuves, j'ai pris une décision. Je n'allais pas le laisser me faire passer pour une folle. Il me fallait une preuve tangible, irréfutable. J'ai commandé 2 petites caméras sur Amazon, avec détecteur de mouvement et obturateur silencieux. J'ai passé une nuit à apprendre à les utiliser, le cœur battant à tout rompre chaque fois que j'entendais les pas de Marcus dans le couloir. Le lendemain, alors que la maison était vide, j'en ai glissé un dans un cadre photo du salon et l'autre derrière les livres sur l'étagère de notre chambre. Je les ai testés, parfait. Ils ont tout détecté. J'agissais normalement, ou du moins j'essayais. Quand Marcus ou la femme était à la maison, je souriais poliment, répondais quand on m'adressait la parole et gardais la tête basse. À l'intérieur, j'étais une tempête, mais à l'extérieur, j'avais l'air calme comme une eau calme. Pendant 3 jours, j'ai laissé les caméras tourner. J'ai fait semblant de travailler tard, j'ai prétendu être fatigué. J'ai à peine mangé. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je l'entendais rire ou s'écler sur le seuil, je serrais les dents jusqu'à en avoir mal. Je comptais les heures avant de pouvoir enfin visionner les images. Le 4e jour, Marcus a invité la femme à dîner en centre-ville, à en juger par les géolocalisations Instagram qu'il ignorait que je voyais. Je me suis enfermé dans la chambre d'amis avec mon ordinateur portable et j'ai regardé les vidéos. La première fois que je l'ai vu franchir ma porte d'entrée avec sa propre clé, je me suis senti mal. Elle ne s'arrêta même pas. Elle se déplaçait dans la maison avec l'assurance d'une personne à sa place, jetant son manteau sur mon fauteuil préféré, se versant un verre de vin rouge dans le verre de ma grand-mère. Elle regardait des émissions de télé-réalité sur notre grand écran, comme si elle payait sa facture de câble. Elle fouillait dans ma boîte à bijoux, essayait mes colliers, les portait à son cou, riant de son propre reflet. Parfois, Marcus la rejoignait, riait, la serrait dans ses bras, la portait dans les escaliers jusqu'à notre chambre. J'observais tout, chaque détail laid et banal. Dans une vidéo, elle a pris des selfies en peignoir. Elle a appelé quelqu'un sur FaceTime en riant, mais elle n'est jamais là. Il dit que je peux faire ce que je veux. Cet endroit est quasiment à moi maintenant. Je l'ai vu sourire en coin, Marcus l'embrassait,
les ai vus tous les deux traiter ma maison comme si j'étais une rumeur. J'ai mis la vidéo sur pause, la poitrine serrée. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une trahison, laide et crue, qui se déroulait image par image dans mon salon. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste sauvegardé tous les fichiers, caché les caméras et verrouillé mon ordinateur portable. Ce soir-là, j'étais assis dans la chambre d'amis, lumières éteintes, en train de planifier. Mais je ne pensais pas à la vengeance. Pas encore. Je savais juste qu'il me fallait une issue. Marcus est rentré tard, sentant l'huile de coco et l'eau de Cologne, et sifflant. Je n'ai rien demandé. Il est venu dans la chambre d'amis, s'est penché sur le seuil et a essayé de se comporter normalement. « Tu viens au lit ?» demanda-t-il. « Pas ce soir » répondis-je. Il haussa les épaules et s'éloigna. Plus tard, je l'entendis rire, lui et la femme à l'étage, leur voix étouffée par les murs. Je fermai les yeux et comptai à rebours jusqu'à ce que je sombre dans un sommeil profond et sans rêve. Les jours suivants, la femme, dont j'appris le nom était déjà, gagna en assurance. Elle a redécoré, déplacé mes coussins, remplacé mes bougies parfumées par les siennes. Elle a laissé ses affaires partout, des perruques sur le comptoir de la salle de bain, des foulards en soie accrochés aux poignées de porte, des sacs de course sur la table de la cuisine. Elle s'est sentie comme chez elle, appelant Marcus, mon bébé, riant en préparant le petit déjeuner, vêtue seulement d'un t-shirt et de mes pantoufles. Quand j'arrivais dans la cuisine, elle souriait gentiment et me demandait « Tu veux du café ?» Comme si j'étais l'invité. Marcus devenait froid, distant, comme un homme pressé d'oublier. Il m'a dit, sans détour, que les choses étaient en train de changer. Déjà et moi, on essayait quelque chose de nouveau, a-t-il dit, les yeux rivés sur son téléphone. On a décidé de tenter un mariage libre. Tu travailles toujours. J'ai juste besoin de quelque chose de plus. J'espère que tu comprendras. Je le fixai du regard, attendant un signe qu'il plaisantait, mais il ne leva pas les yeux. Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Toute l'histoire que nous avions construite, disparut, remplacée par le rire d'une inconnue et le léger claquement de ses talons dans le couloir. J'ai hoché la tête, n'osant pas parler. La situation a empiré. Déjà se comporter comme la maîtresse de maison, donnant des ordres à Marcus, invitant ses amis à boire un verre, assise sur le porche, les pieds en l'air. Je suis devenu une ombre chez moi. Quand des amis me rendaient visite, ils souriaient gênés à déjà, complimentaient sa cuisine, sans jamais me regarder dans les yeux. Même ma famille ne disait rien. Ma tante Pat est venue dîner dimanche, a vu déjà au fourneau et m'a souri poliment. Quand j'ai demandé à Keisha si elle voyait ce qui se passait, elle a détourné le regard et m'a dit, peut-être qu'il faut juste que vous parliez. Trouver une solution. Il fallait trouver une solution. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai appelé mon amie d'université Janelle, désespérée d'entendre sa voix, pour trouver ne serait-ce qu'un peu de réconfort. Elle écouta en silence, puis dit, « Ma fille, il a peut-être juste besoin de temps pour comprendre. Ne fais rien d'irréfléchi. » C'est là que j'ai compris que j'étais seul dans ce cas. Personne ne viendrait me sauver. J'avais laissé Marcus et déjà me rendre invisible, et tout le monde m'avait suivi. J'ai donc décidé de disparaître complètement, d'observer, d'attendre et d'élaborer mon propre plan en silence. J'ai commencé par rassembler les documents. J'ai sorti l'acte de propriété, rangé dans un vieux dossier au fond de mon placard, et je l'ai lu 3 fois. Mon nom était le seul qui y figurait. Mes parents m'ont laissé cette maison à leur décès, et je n'y avais jamais ajouté Marcus, et je n'en avais jamais pensé avoir besoin. J'ai retrouvé notre acte de mariage, nos actes de naissance, tous les papiers qui prouvaient mon appartenance. Je les ai rangés dans une boîte sous le lit et j'ai commencé à chercher des avocats advocatures spécialisés en droit immobilier et en droit de la famille. La première avocate que j'ai appelée était une femme noire nommée Madame Green, d'une voix calme et tranchante. Je lui ai tout raconté. Sans larmes, juste des faits. Elle écouta, puis demanda une copie de l'acte. Lorsqu'elle le vit, elle dit, « Tu es propriétaire de cette maison. Il n'a aucun droit sur elle, à moins que tu ne décides de la partager. Si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir sain et sauf. » J'ai ressenti ma première véritable bouffée d'espoir depuis des mois. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé les murs, respirant profondément. Déjà et Marcus n'ont pas remarqué le changement. Ils étaient trop occupés à jouer à la maison,
à rire, à prendre des selfies, à parler de repeindre le salon. J'ai commencé à faire mes valises en silence le soir. De vieilles photos de famille, l'alliance de ma mère, les journaux intimes que je tenais depuis mes 15 ans. J'ai caché les cartons sous de vieilles couvertures dans le garage, les déplaçant un par un dans ma voiture. Personne ne l'a remarqué. Ils m'ont à peine regardé. C'est ce qui m'a le plus blessé, leur indifférence, la façon dont ils m'avaient déjà remplacé dans leur esprit. J'ai contacté une agente immobilière, Madame Jefferson, spécialisée dans les ventes discrètes au comptant. Pas de panneau, pas de visite libre, lui ai-je dit. Amenez-moi juste un acheteur qui ne pose pas de questions. Elle a accepté. En quelques jours, elle a trouvé un couple qui venait de New York et cherchait une affaire rapide. J'ai organisé une visite de la maison pendant que Marcus et déjà était de sortie pour un brunch. Le couple a visité la maison, m'a souri poliment et, le lendemain après-midi, Madame Jefferson m'a appelé pour me faire une offre. Argent comptant, presque vendredi. J'ai signé les papiers dans le bureau de Madame Green, les mains fermes, le cœur battant. Personne d'autre que nous n'était au courant. Le dernier soir à la maison, je me suis préparé une tasse de thé à la menthe et me suis assis sur la balancelle du porche, à regarder les lucioles. Marcus et déjà étaient à l'intérieur, regardant un film, leur rire se dissipant dans la nuit humide de Géorgie. Je ne me sentais pas triste, juste épuisé, comme la fin d'une chanson. J'ai fait le dernier carton et posé les clés de la maison sur le comptoir de la cuisine. J'ai laissé les caméras et leurs images cachées au fond de mon placard, enfermées avec le reste de mon ancienne vie. Le lendemain matin, je suis parti avant le lever du soleil. La maison était silencieuse, le ciel commençait à peine à rosir au-dessus des arbres. J'ai chargé ma dernière valise dans ma voiture, verrouillé la porte derrière moi et déposé les clés dans la boîte aux lettres, comme l'avaient demandé les acheteurs. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis rendu à mon nouvel appartement à Kirkwood, un petit appartement aux murs blancs et aux grandes fenêtres laissant entrer la lumière matinale. J'ai déballé mes affaires, installé mes plantes et préparé du café en silence. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Cet après-midi-là, je me suis garé en bas de la ruée, derrière les vitres teintées, j'ai regardé les nouveaux propriétaires, un couple noir d'une 50aine d'années, tous deux souriants et tenant des gobelets Starbucks, ouvrir la porte d'entrée et entrer. J'ai attendu. Une trentaine de minutes plus tard, les rideaux de la chambre à l'étage se sont ouverts brusquement. J'ai vu le visage de Déjà, les yeux écarquillés et confus, scruter la pièce. Un instant plus tard, Marcus est apparu, torse nu, affolé, hurlant. J'ai imaginé la panique lorsqu'ils se sont précipités en bas pour trouver des inconnus dans leur cuisine. J'ai observé la confusion, la colère, la prise de conscience que la maison ne leur appartenait plus, qu'ils n'y avaient jamais été à leur place. Mon téléphone a vibré, le nom de Marcus a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner, puis j'ai bloqué l'appel. Il a réessayé. Sans succès. J'ai aussi bloqué Déjà. J'ai effacé chaque photo, chaque message, toute trace de lui de ma vie. J'ai changé de numéro, verrouillé mes réseaux sociaux, et même appelé mon travail pour prévenir que je serais injoignable pendant quelques jours. Je suis devenue silencieuse, vraiment silencieuse, pour la première fois depuis des années. D'après ce que j'ai appris plus tard, Marcus a tout essayé, la police, mon avocat, ma famille. Il s'est présenté au bureau de Madame Green, exigeant des explications, mais elle lui a montré l'acte de vente. « Tu n'as jamais eu droit à cette maison », lui a-t-elle dit. Elle en était propriétaire avant ton mariage. C'est fini. Déjà partie la première, valise roulant derrière elle, tête baissée, sans se retourner. Elle avait des amis à Atlanta, mais aucun ne voulait l'héberger longtemps. Marcus finit par s'installer chez un cousin à East Point, mais ça ne dura pas. Ses amis, qui adoraient ses histoires et ses blagues, se turent. Les invitations cessèrent. Il essaya de se défendre, mais la loi était la loi. Il n'avait aucun argument pour s'y opposer. J'ai refait ma vie dans mon petit appartement. J'ai acheté une Toyota d'occasion, décoré mon espace avec des coussins et des plantes aux couleurs vives, et commencé un nouveau travail comme assistante juridique en centre-ville. Les gens étaient gentils et le travail stable. Je me suis réveillé tôt, j'ai bu un café sur mon balcon et j'ai regardé le lever du soleil. Je suis allé dîner au restaurant, je me suis promené dans Grand Park et j'ai réappris à dormir toute la nuit. J'ai laissé le passé derrière moi, petit à petit, petit à petit. Un mois plus tard, je suis parti seul à Savannah.
J'ai flâné sur River Street, mangé des crevettes et du gruau de maïs au bord de l'eau et admiré le coucher de soleil sur le marais. J'ai lu des livres, écrit dans mon journal et pris le temps de respirer. Je me sentais libre, vraiment libre, pour la première fois depuis que Marcus avait commencé à disparaître de ma vie. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'étais en paix. Un matin, mon téléphone a vibré, un message vocal provenant d'un numéro inconnu d'Atlanta s'est déclenché. Je suis resté un long moment à fixer l'écran, une tasse de café refroidissant dans ma main. Le numéro n'était pas enregistré, mais je savais que c'était Marcus. J'ai effacé tous les moyens par lesquels il pouvait me joindre, changé mon numéro, et dit aux quelques amis en qui j'avais confiance de ne rien lui donner. Pourtant, il avait trouvé un moyen. Je n'ai pas écouté tout de suite. J'ai laissé la petite notification rouge clignoter pendant ma journée. J'ai nettoyé ma petite cuisine, arrosé les plantes et lancé une lessive. J'ai pensé à la facilité avec laquelle je respirais ici, sans bruit de pas derrière moi, sans voix qui me faisait reculer. Plus tard, assis sur mon balcon, j'ai finalement appuyé sur le bouton pour écouter le message. Sa voix était faible, presque brisée. Amina, s'il te plaît. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai fait une erreur. J'ai besoin que tu me parles. Donne-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je te demande. Le message continuait, décousu, excuses et explications s'accumulant à toute vitesse. Il parlait de stress, d'erreur, de la façon dont les choses avaient dérapé. Il voulait parler, se rencontrer, essayer d'arranger les choses. J'ai écouté la fin, puis je l'ai effacé en silence. Pas de réponse, pas de seconde chance. Les semaines ont passé. Le temps s'est réchauffé, et Atlanta a retrouvé cet air doux, humide et parfumé à la pêche. J'ai retrouvé de vieux amis pour un brunch, passé mes dimanches au parc avec ma sœur, commencé à suivre des cours de yoga dans un studio noir du coin. Chaque jour, je me sentais un peu plus moi-même, la personne que j'avais presque oubliée. J'ai vu des bribes de la vie de Marcus flotter sur les réseaux sociaux de mes amis communs. Un emploi perdu, une série de petits boulots, des rumeurs de couchsurfing, l'air épuisé, perdu. Déjà, lui aussi, a disparu du cercle. Parfois, je me demandais si elle repenserait un jour à ma maison, à la façon dont elle riait de mes bijoux dans le miroir, mais la plupart du temps, je m'en fichais. Un après-midi, Keisha est arrivée, les bras chargés de courses. Elle a regardé autour d'elle, les yeux écarquillés. Putain, ma sœur, c'est bien ici. Vraiment paisible. Elle se versa une limonade, s'assit sur mon canapé d'occasion et observa mon visage. Tu vas vraiment bien, demanda-t-elle d'une voix douce. Pendant un instant, j'ai eu envie de craquer, de tout lui raconter. Les caméras, les nuits blanches, l'amertume d'être effacé chez soi. Mais j'ai juste souri. Je vais mieux que bien. Je suis libre. Elle sourit. Bien. Tu le mérites. Tu as fait ce que tu avais à faire. C'était tout ce dont nous avions besoin pour discuter. Elle a sorti un jeu de cartes et nous avons joué au pic jusqu'à ce que le soleil disparaisse sous les toits, la musique s'écoulant par la fenêtre ouverte, les rires résonnant dans le crépuscule. Parfois, je pensais à la nuit où j'avais quitté cette maison. Comme c'était définitif, comme c'était silencieux. Je me souvenais de l'expression de déjà derrière le rideau, de la confusion et de la peur. Je me demandais si Marcus avait vraiment cru que je resterais, s'il m'avait jamais aimé. Mais en vérité, rien de tout cela n'avait d'importance. La maison n'était qu'une maison. La vie que j'avais perdue n'était plus qu'une coquille vide. Ce qui comptait, c'était ce que je ressentais maintenant, solide, enraciné, inébranlable. J'avais appris à être seul, à faire confiance à ma mémoire, à mon identité. Fini le gaslighting, fini le silence, fini l'attente que quelqu'un s'en soucie. Une nuit, un orage s'abattit sur Atlanta, le tonnerre secouant les fenêtres, la pluie tombant si fort qu'on aurait dit des applaudissements sur le toit. Assis sur mon petit balcon, une couverture à la main, j'observais la ville illuminée d'or et de pluie. J'ai pensé à toutes les femmes à qui on avait dit qu'elles étaient paranoïaques, qui avaient été rendues invisibles dans leur propre vie. J'ai pensé à ma mère, qui m'a appris à tenir bon, et à ma grand-mère, qui n'a jamais supporté une seule insulte sans réagir. J'ai siroté mon thé et murmuré « merci ». J'étais en sécurité. J'étais entier. J'étais enfin chez moi. Et tandis que la tempête s'apaisait,
je réalisais que je m'étais déjà donné tout ce dont j'avais besoin. Ni vengeance, ni pitié. Pas même de conclusion. Juste la liberté. Le droit de choisir la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que le mensonge, moi-même plutôt que la version de moi-même de quelqu'un d'autre. J'ai souri, laissé filer les derniers instants avec la pluie et refermé définitivement la porte sur le passé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.